On va peut-être commencer avec vous, Anne-Sophie Lapointe, puisqu'on va parler des espoirs, des limites et des perspectives de tous ces sujets qu'on aborde depuis ce matin. Vous avez un micro à côté de vous, prenez-le directement. Donc vous êtes la madame, la référente maladies rares au ministère de la Santé, pour le dire vite. Hein. Les espoirs, ils sont évidents pour vous. Ils sont évidents, mais est-ce qu'il y a des conditions pour que ces espoirs deviennent opérationnels? Alors, plutôt que des conditions, c'est plutôt des prérequis. En fait, nos espoirs, ils reposent sur le fait qu'on a un nouveau plan national maladies rares, 4. Et donc, on a la chance d'avoir un plan qui est passé par Matignon, qui a été ce qu'on appelle rimé, avec 3 ministères. On a un nouveau venu dans notre plan interministériel, parce que maintenant, on a l'industrie. Donc, c'est extrêmement important de le noter. Et avec un nouvel acteur également présent dans notre comité stratégique, qui est France Biotech. Donc, ça met aussi un angle nouveau sur tout ce qui va être innovation, biotechnologie. Je pense que ce côté interministériel, il est essentiel. Et puis, poser ces bases, je voulais aussi souligner le fait que j'avais beaucoup de chance ici d'avoir la vice-présidente du plan côté soins, puisque c'est Sylvie Audan, qui va nous accompagner pour 5 ans. Et pour nous, déjà, c'était absolument essentiel d'avoir une généticienne. Et puis, Sylvie a une double casquette, parce qu'elle est aussi rentrée au CCNE, avec des sujets éthiques qui sont importants à prendre en compte. Donc je pense que c'est extrêmement important. Et tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est tout ce lien qu'il y a entre la médecine génomique, ses perspectives de l'avenir et notre errance de diagnostic qu'on a dans nos maladies rares. Oui, parce que c'est une des grandes priorités affichées dans le plan, le diagnostic et les méthodes de diagnostic. Alors je dirais que oui et non. Parce que dans le plan, il y a 4 axes, et je pense que les 4 axes sont importants. On a le premier axe qui va être sur le parcours de soins, l'accompagnement qui est extrêmement important. Le deuxième axe, c'est le diagnostic. Le troisième, c'est les traitements. C'est quand même un peu le parent pauvre de nos pathologies. 95% de maladies rares n'ont pas de traitement avec l'indication dans leur pathologie. Donc il y a un gros levier d'action à faire là-dessus. C'est pour ça qu'on souhaite que l'industrie soit là et l'innovation. Derrière, il y a le plan France 2030, côté santé, qui est important sur ce volet-là. Et le côté infrastructure aussi, qui est essentiel. On a notamment les CRB, tout ce qui est échantillons biologiques, qui sont beaucoup plus présents dans ce 4e plan. Et la place des laboratoires, notamment des laboratoires de diagnostic. Et c'est là où, effectivement, l'axe 2 est important. Il a remis quelque chose qu'il y avait dans le premier plan et qu'il n'y avait pas du tout dans le deuxième et le troisième. On a refait du lien avec les laboratoires de diagnostic de l'hôpital pour pouvoir, en passant également avec les filières de santé maladies rares, parce que ça fait partie des acteurs avec lesquels ils travaillent. Et donc, on voudrait travailler sur les tests fonctionnels en lien avec le PFMG. On parle d'acteurs et de groupes de travail. Laurence Febvre, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a peut-être une manière à la française d'avancer avec tout le monde, plus ou moins. Indiscutablement, oui, on en a parlé effectivement tout à l'heure. C'est un projet qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas embarqué tout le monde. Déjà parce que ce projet n'aurait pas été aussi acceptable si toutes les personnes qui avaient une place dedans, très clairement, les personnes qui s'occupent de dépistage néonatal depuis toujours, c'est évident qu'ils ont une place dedans. Le fait que ce soit la génomique, tous ceux qui font de la médecine génomique, les généticiens, les biologistes avaient aussi une place dedans. Et puis tous ceux qui prennent en charge les enfants aussi. Sans compter aussi toutes les questions de sciences humaines et sociales qui voulaient dire aussi des besoins de chercheurs. Et puis l'industrie qui permet aussi après de délivrer ces médicaments, etc. Les associations de patients, bien sûr, pour faire entendre leur voix et nous donner aussi des inputs de l'aspect patient. Et c'est vrai qu'on voit bien d'avoir cette structure maladie rare qui est unique, finalement, parce qu'on parle beaucoup avec nos collègues de cette organisation-là dans les autres projets pilotes, et nous donne une valeur ajoutée très importante. Et on voit en pratique qu'on ne pourrait pas s'en passer. On l'a vu dans le topo-Yanis pour les questions biologiques, on le voit pour les questions cliniques. On serait bien démunis si jamais
nos 5 centres de l'Est et l'Ouest devaient prendre des décisions tout seuls. Donc très clairement, force à ces plans successifs où on voit maintenant leur effet. Professeur Laurent Pasquier, je m'habitue, excusez-moi, parce que j'ai écrit docteur sur mes petites fiches. Comment vous voyez ça au CHU de Rennes? Vous êtes tout excusé. Oui. Comment ça se passe de votre point de vue au CHU de Rennes? Quels sont les enjeux? On parle d'espoir, clairement il y en a, mais vous avez, je crois, des points de vigilance ou des points d'attention. Oui, merci beaucoup. Indiscutablement, d'ailleurs, on les a entendus s'exprimer tout au long de la journée. Et la réflexion, enfin, peut-être que je voudrais donc synthétiser, parce que je sais que le temps presse en 4 points de vigilance, hein, c'est que en écoutant finalement tous les orateurs et en essayant d'imaginer ce que pourrait être l'usage de l'outil génomique dans une politique nationale de dépistage, donc par définition pour une population entière en bonne santé. Finalement, je me suis demandé s'il ne fallait pas qu'on fasse intervenir une autre discipline médicale qui n'est pas tellement représentée ici, c'est la santé publique. Hein, et donc, avec évidemment toute leur réflexion et leur méthode, et leur expertise de travail. Et les 3 points de vigilance que j'aimerais citer, c'est la temporalité, ça a été un peu dit, la formation ou l'information, et puis la notion d'incertitude. Alors, rapidement, la temporalité... évidemment, donc, il y a lieu peut-être de développer ces outils de génomique pour une population entière à différents moments de la vie. Hein. Laurence l'a montré. Donc, je ne vais pas parler ici du dépistage génétique préconceptionnel, sinon ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Mais ne serait-ce que pour le dépistage néonatal, finalement, la question de la génomique peut se poser, par exemple dans le domaine des maladies métaboliques. Pascal pourra peut-être confirmer, mais il y a eu des études quand même qui ont dit que l'outil génomique était moins sensible que l'outil biochimique pour dépister ces maladies, mais que par contre, il y avait un véritable intérêt peut-être à le faire en seconde intention, peut-être pour classer les maladies de façon plus facile, de façon plus précise. Donc la temporalité restera à déterminer pour chacune des actions de dépistage. L'outil de formation, la formation, on l'a dit aussi, est cruciale, je pense que tout le monde est d'accord. La petite expérience qu'on a débutée donc à Rennes pour inclure des premiers couples, donc, parce que la maman est encore enceinte donc pour le projet Périgidomède, eh bien, nos sages-femmes qui ont été choisies à Dijon, c'était des conseillères en génétique essentiellement, et les sages-femmes qui assurent le recrutement étaient très stressées par l'idée de pouvoir informer des couples sur un objet génétique dont elles n'ont pas eu la formation initialement, quand bien même ce sont des professionnels de santé, qui plus est, de périnatalité en gros. Voilà. Et donc, donc, même pour des professionnels de santé un peu experts, sages-femmes en CHU, etc., évidemment, il y a eu tout un temps d'acculturation, de formation. Et là, les premiers éléments, elles sont toujours très stressées, mais bon, évidemment... avec l'expérience, elles vont se détendre un peu. Et en fait, la notion d'incertitude, je crois que ça a été beaucoup dit aussi, qu'est-ce qu'on fait des données dont dépistées parce que la notion de pénétrance incomplète, d'expressivité variable ou de maladie à plus long terme. Ça, je crois que, en tant que généticien, clinicien, et on est nombreux dans la salle, on apprend à gérer cette notion d'incertitude, on apprend les familles à gérer ces notions d'incertitude. Quand on fait un diagnostic de troubles du neurodéveloppement avec une maladie génétique, ça ne les enferme pas dans un avenir unique. Et bien sûr, il y a des tas de possibilités qui sont possibles pour l'enfant. Donc, je pense que la notion d'incertitude, elle doit s'apprendre, elle doit être enseignée aux personnes et aux patients. Et d'ailleurs, à cet égard, Laurence, tu as montré une étude donc dans CEDEN, où plus les maladies étaient finalement dépistées, donc étaient à long terme, à longue échéance, moins les professionnels de la génétique voulaient y participer. Et donc, comme si plus on avait d'expertise finalement, parce que c'était les généticiens qui répondaient dans le domaine, moins on voulait savoir ce qui allait nous attendre. Donc même les spécialistes, ils considèrent que l'incertitude peut-être a quelques vertus. Voilà. Et à propos de formation de professionnels, vous m'avez dit avant de venir, pensons aux petites maternités, enfin aux petits établissements, pas simplement les grandes structures. Voilà, ce que je viens de dire sur les sages-femmes, si effectivement, là, elles sont dans un environnement quand même de CHU avec des équipes de génétique de proximité. Évidemment, dans les maternités de petite taille, ça ne sera pas le cas. Donc, mais je crois que ça c'est prévu dans PGC2, mais ça c'est un vrai sujet. Oui. Docteur Aurore Catteau, peut-être un mot sur la révolution que ça constitue peut-être pour vous, vos professions du côté des biochimistes. C'est pas rien quand même.
Oui, tout à fait. En fait, le dépistage, historiquement, c'est de la biochimie. Donc, quand la réorganisation du dépistage néonatal s'est mise en place en 2018 en France, les CRDN se sont intégrés dans des laboratoires de biochimie parce que les marqueurs sont des marqueurs de biochimie en dehors de l'analyse pour la mucoviscidose qui arrive en deuxième intention. Donc, c'est vrai que là, c'est un virage qu'on a pris. On casse des barrières, on ouvre les frontières pour le dépistage néonatal. Donc c'est une belle évolution. On est content de l'avoir franchi il y a quelques jours. Il faut avancer dans le bon sens. On voit qu'il faut être vigilant parce que forcément ça impacte au niveau laboratoire, ça impacte aussi avant au niveau des maternités. C'est ce qu'on disait. Donc là, nous, on est en plein dedans, voilà, alerter les maternités sur les particularités liées à la génétique, malgré qu'on ait anticipé, informé sur plusieurs mois. Donc oui, c'est déjà un premier pas, une première étape de franchie. Ça en sera aussi une belle autre quand on avancera dessus. Et puis dans quelques années, si on arrive à généraliser. Et dans les questionnements, il y a aussi la conservation des résultats. On ne l'a pas trop abordé, ça, aujourd'hui. Je crois qu'il y a des questionnements un petit peu, même chez vous, du point de vue des biochimistes. Oui, c'est ce qu'on disait ce matin, en fait. Actuellement, sur le dépistage, avant la génétique, les parents n'étaient pas informés directement des résultats du dépistage de leur enfant, mais ils pouvaient contacter le laboratoire et les récupérer. Donc, ce qui se faisait, on leur envoyait par courrier sans problème. Et en fait, là, avec l'arrivée de la myotrophie spinale, légalement, les parents on ne doit pas envoyer les résultats aux parents, cela doit être donné par un médecin. Donc là, c'est justement une question qui a été abordée ce matin. Ça n'a pas été tranché au niveau national et ça, il faut qu'on y réfléchisse. Et c'est quelque chose qui nous questionne. Sur Nantes, on est encore en discussion sur comment on va faire. On n'a pas encore eu de demande de résultats des parents, mais c'est effectivement quelque chose qui nous change dans notre zone de confort. Et va falloir statuer sur ce qui est fait. Et voilà. Et au-delà de cette dimension, il y a la notion même de durée de conservation de toutes ces données, parce que ça risque d'augmenter beaucoup. Alors légalement, les consentements, au niveau résultats, nous on les conserve 20 ans au niveau dépistage classique. Au niveau des consentements de génétique, il faut les conserver 30 ans. Donc effectivement, au niveau des CHU, il faut organiser ce stockage, soit stockage du buvard. Sur 30 ans, ça peut faire beaucoup. Ou alors informatique, mais pareil, il y a besoin de... Ça fait beaucoup de gigaoctets. Le buvard peut être gardé minimum 1 an par les CRDN. Alors nous, on ne va pas faire le choix de le garder 30 ans, bien sûr, mais en tout cas, numériquement, il va falloir qu'on conserve le consentement 30 ans. Professeur Huet, Frédéric Huet, vous l'avez dit, l'impact sur les pédiatres, il n'est pas neutre non plus. L'impact sur les pédiatres, il va être majeur. En termes de processus du passage du dépistage au diagnostic, bien entendu, les cliniciens, les biologistes, les radiologues vont être investis d'une mission de confirmation diagnostique. Et donc, un suivi de patients beaucoup plus précoce. Ce seront des patients non symptomatiques et qu'il faudra surveiller attentivement. Mais à l'inverse, progressivement, on aura de moins en moins de maladies rares non diagnostiquées pour lesquelles de multiples examens sont réalisés avant d'aboutir à un diagnostic. Donc, il va y avoir une bascule à faire du symptomatique incompris au présymptomatique. Donc, ça va être une évolution, un nouveau paradigme. Il va falloir que les pédiatres gèrent cette notion de progression de maladie qu'ils ne connaissaient pas jusque-là, puisqu'ils n'apparaissaient qu'au moment où les symptômes étaient présents. Et vous l'avez souligné, il y a ce plaidoyer en disant dépister, oui, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que les pédiatres vont être en première ligne, peut-être, sur ces questions-là. Alors, dépister et ne rien faire derrière, c'est absolument impensable, innommable. Ça fera partie des critères d'évaluation. Quelle est notre capacité à pouvoir gérer au mieux les patients une fois qu'ils sont repérés et dépistés ? Combien d'entre eux seront réellement diagnostiqués ? Et ensuite, combien d'entre eux seront suivis de façon adaptée ? Alors moi, ce que j'espère beaucoup, c'est qu'il y ait une complémentarité
entre le dépistage actuel biochimique et le dépistage génétique, c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est probablement les deux. Il y a des maladies dépistables qui ne sont pas d'origine génétique, il y a des maladies dépistables qui n'ont pas de marqueurs génétiques, et à l'inverse, il y a des maladies génétiques qui n'ont pas de marqueurs biochimiques. Donc il y aura vraiment une complémentarité entre les deux. Et c'est cette notion qu'il va falloir travailler dans le temps sur la faisabilité d'un couplage des deux technologies. Ça demande beaucoup de moyens, mais ça demande des recherches préalables avant de prendre une réelle décision. D'où la nécessité de programmes pilotes tels que Périgénomède. Professeur Pascal Delonlé, vous aussi, vous avez attiré notre attention sur différents sujets. Le fait qu'il y ait de nouvelles questions, finalement, et qu'il va falloir y répondre à toutes ces nouvelles questions. Oui, alors on a déjà quand même un peu ces questions en urgence devant un patient enfant ou adulte. En réanimation, on a un profil d'acylcarnitine qui évoque peut-être telle chose. Il est sur une liste de transplantation cardiaque. Est-ce que c'est une bêta-ox? Est-ce qu'on lui laisse le temps? Donc on a quand même déjà un peu ces questions. Là, on aura un bébé asymptomatique. Et ces questions-là, moi, les mails me font peur quand ils nous posent des questions sur les mails, parce qu'on est vraiment en staff, posé, assis à plusieurs pédiatres ou médecins d'adultes quand il le faut, et biochimistes qui sont très bons, et généticiens, et souvent ils font les deux. Et donc je pense que s'il y a des RCP à faire, il faut les mettre à des moments bien précis, être assis et pas tout seul. Quelle est la responsabilité d'ailleurs de ceux qui ont répondu? Ils étaient un peu tout seuls, un ou deux. Voilà, donc c'est quelle responsabilité? Parfois on peut ne pas être d'accord. On a quand même déjà cette question-là pour des patients plus grands. Là, il est asymptomatique, mais on a des fratries asymptomatiques, comme je l'ai dit ce matin. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une consultation des RCP multidisciplinaires et prendre le temps quand même malgré l'urgence. Et ça, je pense que c'est très important. Et on parle de diagnostic pour des maladies traitables. Attention, parce qu'il y a diagnostic et puis il y a dépistage, c'est pour des maladies traitables. Et nous, traiter, c'est pas toxique. Donc de temps en temps, on a des doutes. Certains ne traiteraient pas d'autres. Ben voilà l'état de nos staffs. On peut ne pas être d'accord et on voit. Mais on est plusieurs. Cette notion de médecine préventive d'urgence, qui n'est pas simple à aborder, ni pour les professionnels, ni pour les parents. Oui, mais ça s'explique à des parents. Et comme on a un traitement, on peut parfois être assez, j'espère, détendant. Et on a des traitements, on sait exactement où on va pour toutes les maladies là, dépistées. Des un peu plus compliquées ne sont pas encore arrivées au dépistage. Et après, la génétique et la biochimie, bien évidemment que c'est complémentaire. Et peut-être qu'on pourrait pratiquement dire qu'on est né comme la muco. Sauf quand on apprend un antibiotique pour l'acidure isovalérique, on va au panel de gènes très vite et certains sont mis sur le panel urgent de Necker. Donc on fait les deux et les hétérozygotes, on les met à la génétique, comme ça on apprend. Et on collecte les datas. Les perspectives, Anne-Sophie Lapointe, alors quelles sont-elles? Vous regardez vers quoi, vous? Je regarde vers réduire l'errance de diagnostic, parce qu'on a encore des chiffres importants avec des familles qui vont attendre 5 ans pour pouvoir poser pour 25% un quart des pathologies ou un quart des personnes, en tous les cas, vont attendre 5 ans pour avoir un diagnostic pour des maladies qui sont connues. Donc, autant dire que pour les maladies où il n'y a pas encore de nom, qui sont dans les impasses diagnostiques, là, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a des enjeux en termes de diagnostic. Et ce que je voulais souligner, c'est que là, Pascal parle avec... elle est également coordinatrice de la filière G2M, Laurence de la filière Andy Rare. Et tu as parlé de pluridisciplinarité et je crois ne pas être seule pour prendre des décisions aussi pour l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça fait 10 ans que nos filières de santé maladies rares existent. Elles ont montré vraiment, et de plus en plus pour nous, c'est notre bras armé pour déployer le plan national maladies rares. On ne pourrait pas faire sans les filières. C'est vraiment extraordinaire le travail des 23 filières. Mais il y a quelque chose aussi que je voulais partager qui est quand même très important, c'est qu'on regarde vers l'avenir, mais il y a aussi l'histoire. Et à ma droite et à ma gauche, j'ai 2 filières qui avaient une habitude déjà. Laurence avec la FECLAD, Pascal avec la Société française des erreurs innées du métabolisme. C'était des filières qui étaient déjà avant constituées de personnes qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Et on voit que pour ces filières, le travail s'est mis en place depuis 10 ans beaucoup plus facilement que d'autres, parce qu'ils avaient déjà l'habitude de travailler ensemble. Donc mon maître mot, c'est aussi cette pluridisciplinarité, travailler ensemble, voilà, construire ensemble. Et je crois que notamment le travail que Laurence a fait avec les 23 filières de santé maladies rares pour Périgénomède, ça c'est extrêmement intéressant, d'aller voir les personnes concernées pour leur demander leur avis.
Il nous reste quelques minutes pour des questions-réponses avec les invités de la table ronde. Sylvie, si vous allez pouvoir... Voilà, vous avez votre micro. Il y a des mains qui se lèvent. N'hésitez pas à rappeler d'où vous parlez en quelques mots. Merci beaucoup. Julien Vangils, généticien à Bordeaux. Peut-être pour toi, Anne-Sophie, une question, mais sans doute pour tout le monde. Là, il y a un effort magnifique issu des filières, issu de l'impulsion sur le projet Périgénomède. On a réussi à se structurer sur le plan ministériel, national, avec le PFMG pour le géno, le diagnostic postnatal. Est-ce que c'est des choses, des pistes de réflexion sur le plan ministériel, d'avoir, évidemment pas demain, mais après tous ces projets pilotes, quelque chose qui se structure sous forme de plateforme, qui puisse être nationalisé sous un plan, ou est-ce qu'on va attendre 45 ans comme pour la première étape? Ce qui est sûr, c'est que là où tu es pas tout à fait avec la bonne personne, c'est que moi je pilote le plan national maladies rares, mais pas le plan France Médecine Génomique. Donc j'entends bien, je ferai remonter cette question. Évidemment, il y a tous les travaux en ce moment d'évaluation du PFMG 2015-2025. Il y a des gens qui connaissent très bien le sujet, qui sont les porteurs de ces travaux-là. Il va y avoir des groupes de travail pour pouvoir avoir un PFMG 2.0, et c'est clair que en tous les cas dans le soin et le déploiement du PFMG et de la médecine génomique dans le soin sur l'ensemble des territoires est quelque chose qui est clairement regardé et qui sera clairement regardé par les personnes. Mais je pensais que, tu vois, il y a d'autres questions qui sont ressorties. On pense à tout ce qui va être autour de la périnatalité, autour du génome en anténatal. Ça aussi, c'est des sujets, des burning questions. Il y a aussi sur ce point-là des vraies questions. Donc on en a plein des questions, et là où je mets ma petite touche par rapport au PNMR4 et avec le PFMG, c'est qu'on veut aussi travailler les tests fonctionnels et donc impliquer différents établissements, porteurs, légitimes, et pour ça, on fera le lien avec le PFMG. C'est clair qu'on doit travailler ensemble. D'autres questions peut-être? Voilà, on va récupérer le micro. N'hésitez pas, c'est la toute dernière ligne droite. Bien sûr. Non, parce que du coup, parce que je voulais poser une question à mon voisin de droite, peut-être là. Donc, parce que Frédéric, tu nous as beaucoup parlé, et d'autres d'ailleurs l'ont fait à l'occasion de la journée, mais comme tu es à côté, je te pose la question, c'est le concept de l'intérêt supérieur de l'enfant, en fait. Hein. Et je me suis, en t'écoutant, comme ça, je pense qu'on a tous une vision, bah oui, il a raison, c'est très important, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas, pour reprendre aussi le topo de notre collègue Stéphane Tirard, un concept et une valeur peut-être à considérer à la lumière de l'épistémologie, par exemple, en se demandant comment ce concept ou cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant a pu être discuté, donc soit à travers l'histoire en fait, hein, soit à travers différentes cultures. On a tous des expériences comme ça, mais moi j'ai pu rencontrer par exemple un couple d'origine syrienne, hein, migrante en France, et donc dans la famille il y avait une histoire de thalassémie sévère, et donc ils ont 2 petites filles atteintes, 2 grands pas atteints. Et finalement, mais pas d'enfants compatibles pour faire une greffe, parce que la situation pouvait justifier d'une greffe de moelle, etc. Et le couple était prêt, ils m'ont dit en consultation avec l'aide d'un interprète, qu'ils étaient prêts à faire un autre enfant, à tenter le coup, quoi, en gros, pour que cet autre enfant puisse éventuellement être donneur du coup de moelle pour les enfants malades. Et donc, et eux, ils ne voyaient pas du tout cette notion, ça ne choquait pas que cette nouvelle enfant puisse être utile éventuellement pour les 2 aînés. Et donc, finalement, ça fait que, est-ce qu'il ne faudrait pas mener un travail pour se dire, voilà, qu'est-ce qui fonde actuellement, avec notre société actuelle, dans notre histoire, ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant? Alors, je pense que c'est une notion évolutive. Elle n'est pas figée dans le temps. Je pense qu'il y a 50 ans, cette notion-là n'était pas la même que maintenant. Et je suis sûr que Jean Frézal ou Jean-Pierre Fariot, s'ils nous écoutaient aujourd'hui, seraient horrifiés d'un certain nombre d'éléments qu'on apporte dans la discussion. Parce qu'il y a 50 ans, l'intérêt supérieur, c'était figé sur l'amélioration de la situation clinique de l'individu. Or là, on est dans une notion d'accompagnement des patients, pas seulement pour les traiter, mais également pour les prendre en charge globalement.
dans des filières avec des outils de prise en charge qui dépassent le médicament ou le régime et qui font que cet enfant a une qualité de vie améliorée par le fait qu'on ait détecté très tôt une maladie. Alors après, l'intérêt, là, il est familial, il n'est pas individuel. Le fait de concevoir un enfant pour corriger l'erreur du précédent, je ne pense pas qu'un système sanitaire à l'échelon national puisse reposer sur ce type de raisonnement. Il est personnalisé et il est tout à fait entendable. Je ne le critique absolument pas, mais on ne peut pas fonder une politique sanitaire sur ce type de raisonnement, de dire c'est grâce au bébé suivant qu'on va pouvoir traiter le précédent. Ça s'accepte individuellement, familialement, mais ça ne s'accepte pas à l'échelon d'une société. Et puis un autre élément moi, qui m'importe beaucoup, c'est que la plupart d'entre vous travaillez sur une démarche diagnostique où il ne faut pas qu'il y ait de faux négatifs, il ne faut pas qu'il y ait de faux positifs. Le dépistage, ce n'est pas ça. Le dépistage, il faut accepter l'échec, il faut accepter qu'il y ait... alors les normes européennes, la Société européenne de dépistage néonatal, c'est 5% de faux négatifs. C'est beaucoup, hein. Et faire de la biologie moléculaire pour aboutir à 5% de faux négatifs, c'est individuellement considéré comme un échec, mais non, c'est normal à l'échelon statistique. Et 30% de faux positifs. 30% de faux positifs. Alors c'est énorme, et il faut penser à ces familles pour lesquelles on va faire une annonce d'un risque, d'une susceptibilité de maladie, qui finalement régressera à marche arrière. Et Delphine en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de considérable, l'impact familial est majeur, il faut qu'on travaille sur l'accompagnement des familles pour lesquelles il y a eu une erreur attendue, je répète, 30%, mais il faut les accompagner, non pas leur dire « excusez-nous, on s'est gouré, au revoir messieurs, dames, tout va bien ». Non, on ne faut surtout pas se contenter de ça, on aura besoin d'un accompagnement derrière. Merci, professeur Huet. Sylvie Audin, c'est bientôt l'heure de conclure notre journée. Je sais que c'était dense, il y a eu beaucoup de choses d'aborder et c'est pas fini, ça continue demain. C'est pas fini, ça continue demain. Donc demain, c'est des communications libres, hein, donc où il y a plein d'équipes différentes qui vont s'exprimer. En tout cas, merci beaucoup à tous les orateurs de la journée. Et nos chefs de projet, hein, donc on n'en a pas encore parlé vraiment, mais il y a Amandine Charton hein, qui est vraiment notre pilier sans qui on pourrait rien faire, accompagnée d'Emmanuel le commandeur qui est donc notre chef de projet de la FHU. Et puis Paul qui est aux manettes pour le chat. Christopher à la technique, super. Et puis Frédéric, c'était une première. Hein. On s'est professionnalisé cette année. Hein, on est sorti de notre zone de confort, là on en a parlé plusieurs fois. Bon, pour le timing, on repassera. Il y a eu 2-3 dérapages dans l'après-midi. C'est excellent parce que c'est important aussi d'être souple. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Donc rendez-vous demain à 9h, ouais. Hein, c'est ça. Et bravo aussi merci spécial aussi à vous tous parce que c'était pas gagné d'être là tous ensemble aujourd'hui, vu les circonstances politiques. Donc chaque arrivée a été une victoire. Donc quartier libre jusqu'à 20h, ouais. Comme on dit, et après, advienne que pourra à partir de 20h. Et un grand merci à vous qui nous avez suivis en ligne. Merci à tous les partenaires industriels, bien sûr, j'ai déjà dit ce matin, mais sans qui on ne pourrait pas faire tout ça non plus. Voilà, très belle soirée.